En 1849, en partie pour répondre aux attaques irrésistibles de gens comme Allen, et en partie à cause de l'accroissement en Afrique de l'Ouest des intérêts et des activités commerciales britanniques, le Foreign Office nomma John Beecroft premier consul anglais dans les baies du Bénin du Biagra. En sa qualité de consul, il avait juridiction sur le territoire, compris entre le Cap Saint-Paul à l'ouest et le Cap Saint-Jean à l'est. Bimbia passa sous l'autorité consulaire de Beecroft, dont le quartier général était fixé à Fernando Po. Dorénavant, Bimbia et la côte de Guinée avoisinante appartenaient, du point de vue des intérêts britanniques et des relations avec l'Afrique de l'Ouest, à une seule sphère diplomatique, plutôt qu'ils ne constituaient des enclaves isolées. Évidemment, les relations anglo-bimbia firent désormais partie intégrante des relations que l'Angleterre entretenait avec l'Afrique de l'Ouest. Ainsi fut inaugurée la phase formelle ou consulaire de ces relations. Cette phase témoignait, entre autres, de l'ingérence de plus en plus flagrante des consuls britanniques dans les affaires inférieures de Bimbia et de l'Afrique. Significatif est le fait que la nomination avait été envisagée, puis ajournée en 1844, presque à la fin de la période à laquelle était conclu le traité anti-esclavagiste anglo-bimbia. En tout cas, le système consulaire qui inaugura sa nomination fut une amélioration du système préconsulaire qui dépendait d'une escadre d'officiers de la marine. Cilia énonçait succinctement cette amélioration en ces termes. Le système consulaire répondait au souci de confier à l'esclave naval la protection du commerce sur la côte. L'influence du commerce s'exerçait uniquement à partir de la mer, alors que le consul avait les moyens d'établir des contacts personnels avec les populations indigènes des différentes régions côtières en débarquant, tandis qu'en même temps, la mer lui servait à des fins de communication. La situation dans les années 1850 exigeait en effet la nomination d'un fonctionnaire ayant une connaissance plus qu'approfondie des réalités africaines que les officiers de la marine ne semblaient posséder. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si tous les consuls britanniques en Afrique occidentale, exception faite du consul Burton, étaient désignés parmi les commerçants ayant accumulé une longue expérience dans la région. Donc, dans la lettre d'affectation adressée à Beecroft, Viscount Palmerston l'informait qu'il avait été choisi. En considération des connaissances personnelles qu'il avait des affaires africaines et des coutumes des Noirs, et à cause de l'influence qu'il semblait avoir eue sur les chefs indigènes des territoires sur lesquels sa juridiction consulaire allait s'exercer. Cette connaissance des affaires africaines et l'expérience qui s'y rattachait étaient importantes, comme nous allons le voir. Beecroft avait en effet, au cours de son long séjour comme commerçant, explorateur et administrateur en Afrique de l'Ouest, acquis une grande expérience, laquelle malheureusement attend toujours d'être décrite. Entre autres choses, c'est lui qui, gouverneur non rémunéré de Fernando Po, établit une factorerie à Bimbia en 1832. Diplomate, Beecroft et ses successeurs établirent des liens rapprochés entre les intérêts commerciaux britanniques en Afrique de l'Ouest et le gouvernement de Londres. Comme Lord Palmerston, leur garant, ils avaient de grandes dispositions au regard des intérêts commerciaux britanniques et leur développement dans la région. Aussi, fussent-ils pour la plupart des commerçants, ils représentaient davantage les intérêts officiels que ceux des commerçants. Théoriquement, leur mission se limitait à la protection et à la promotion du commerce légal, selon les termes des dépêches du Foreign Office, à leur connaissance des contextes locaux et à leur pouvoir d'ailleurs assez vaguement défini. En pratique, la promotion et la protection du commerce englobaient une réalité bien plus que complexe. On pensait qu'ils se sont en fin de compte intéressés aux affaires politiques locales, mais de manière à ne pas entrer en contradiction avec les instructions qui leur avaient été données. Leur impact sur les relations anglo-bimbia ne doit cependant pas être surestimé, tant leurs tâches avaient été reparties avec justesse par les autorités, parmi lesquelles Sir Alan Burn.
La façon dont Beecroft avait été choisi pour remplir cette fonction fera l'objet de discussions ultérieures. Il est en effet notable qu'avant sa nomination officielle, il assumait déjà la réalité des fonctions consulaires et avait démontré qu'il connaissait les us et coutumes africains. Dans l'accord à la conclusion duquel il joua un rôle décisif, Beecroft insista sur la promotion et la protection du commerce légal et sur l'abandon des superstitions de Bimbia. En essayant de promouvoir et de protéger le commerce, Beecroft et ses successeurs durent affronter des tâches complexes, allant de la diplomatie à l'arbitrage, en passant par la magistrature. En dernière analyse, ces fonctions s'interpénétraient et finirent par être admises comme partie intégrante des attributions consulaires. Beecroft contribua à faire en sorte que ces précédents servent de jurisprudence. Ce ne fut qu'en 1852, par exemple, que le Foreign Office reconnut officiellement la pratique plaçant commerçants africains et européens sous la compétence du consul. Bien avant qu'il n'assumât officiellement ses fonctions de consul, Beecroft avait déjà visité Bimbia à 2 reprises. En 1846 pour assurer la ratification du traité anti-esclavage de 1844 et en 1848 pour conclure l'accord abolissant les superstitions locales. Ce qui fut dit lors des entretiens qu'il eut avec les chefs de Bimbia au cours de ces 2 déplacements reste malheureusement inconnu. On peut cependant avancer, prudemment tout de même, qu'il profitait de ces 2 voyages pour leur rappeler que les concessions qu'il avait faites étaient le prix à payer pour obtenir les faveurs de la Grande-Bretagne et le développement du commerce avec celle-ci. C'est précisément ce qu'il avait laissé entendre en 1841 lorsque King William lui avait posé la question de savoir pourquoi les gros bâtiments anglais ne mouillaient pas dans les eaux de Bimbia depuis plusieurs mois. En 1850, il visitait de nouveau Bimbia, cette fois en sa qualité de consul. Il y vint pour verser à William et aux chefs indigènes le second des 5 versements annuels de $1,200, ainsi que le demandait le traité anti-esclavagiste. Cependant, le premier test qui attendait le consul n'eut lieu que le 30 décembre 1850, au moment où il vint à Bimbia pour une visite de routine. Visite au cours de laquelle il fut obligé de faire valoir spontanément son autorité de maître des séants et d'arbitre. Ces actes en cette occasion illustraient sa première sortie officielle, la compréhension qu'il avait des coutumes locales et par conséquent la justesse du choix qui avait été porté sur lui. Il avait été invité à Bimbia pour ouvrir une discussion de grande importance entre les négociants britanniques de la place et les indigènes. Dans son rapport au Foreign Office, Beecroft raconta à Palmerston que lui-même et son entourage avaient dû attendre pendant 15 minutes avant que William ne se décidât d'aller les rencontrer. Quand ce dernier vint finalement, Beecroft lut son message. Pour faire comprendre à cet esprit faible et désordonné au nom de quelle autorité il agissait. Il informa ensuite William que lui et son équipe l'attendaient simplement pour lui manifester leur espoir qu'à l'avenir, lui, William, verrait la nécessité de leur rendre la politesse en les visitant dans leur bâtiment, le Jacal.